Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans votre émission Actu en 7. En ce samedi 15 février 2014, nous recevons Sadir Diop, critique média. Bonjour Sadir. Bonjour Thomas. Nous recevons également Moussa Diakhaté, journaliste communicant. Bonjour Moussa. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous rentrons dans cet Actu en 7 en parlant tout d'abord de la question de la fixation de la date des élections locales censées se tenir en juin 2014. Les avis divergent, comme on va le constater. Nous allons suivre cet élément respectivement Ahmed Fall Baraya de l'UNACOA El Chapo qui durant cette semaine a souhaité que ce scrutin se tienne enfin afin que l'on sorte de l'ambiance de campagne électorale permanente. Juste derrière, nous suivrons Tierno de l'APD, l'Alliance pour la paix et le développement, qui lui au contraire est pour un report des élections locales jusqu'au mois de décembre. Les raisons des uns et des autres, nous suivrons tout cela et nous revenons juste après Magnéto. Nous avons constaté que depuis 2011, nous sommes dans des perpétuelles campagnes électorales et il est temps que les gens aillent travailler. Et pour cela, il faut tenir les élections, on les dépasse et vraiment on rentre vraiment dans l'ère du travail et de l'entrepreneuriat. Je suis pour le report des élections, peut-être jusqu'au mois de novembre ou au mois de décembre. Parce que le mois de juin, d'après les informations que j'ai, on me parle de Coupe du Monde, on me parle de la pluie, on me parle d'autres choses. Prenons un mois où il n'y a pas de football, où il n'y a pas de carême, où il n'y a pas de contraintes pour que nous puissions faire donc des élections apaisées. Et c'est ça l'occasion aussi. Il ne sert à rien de faire un forcing. Il faut écouter les intelligences sénégalaises pour atteindre les consensus, pour que nous puissions aller de l'avant, faire un grand bond en avant. Alors, Sadir Diop, ces élections locales précisément, nous en parlons. Faut-il les tenir à date échue au risque de subir, de rentrer justement dans un cycle de contestation, ou faut-il les reporter au risque de rentrer une fois de plus dans un cycle de contestation? Oui, je pense quand même qu'il faut normaliser la vie publique. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs publics, les acteurs politiques parviennent quand même à un consensus sur ces questions-là. Parce que je pense que ce sont des questions qui peuvent ne pas faire l'objet de grandes controverses. Mais vu quand même la tension actuelle, c'est normal. L'opposition va essayer de décrédibiliser le pouvoir sur son incapacité à respecter le calendrier électoral, parce que malheureusement aussi cette opposition-là subit les coups du pouvoir sur notre terrain. Donc c'est une occasion pour l'opposition aussi de riposter. Mais je pense quand même qu'il faut apaiser la tension et normaliser la vie publique et mettre le calendrier électoral sur les questions qui sont hors des champs de controverse. Moussa Diakhaté, ces élections locales, faut-il les tenir à date échue au risque de subir toutes les critiques, ou faut-il les reporter au risque, une fois de plus, de susciter une vague de contestation? Écoutez, Thomas, de toutes les façons, critique il y en aura. Mais moi, je veux aborder sur l'angle des principes. Pour une démocratie qui se respecte, il faudrait que le calendrier républicain soit respecté. Il n'y a pas 2 ans de cela, ce même pouvoir avait hué sur les brancards pour exiger le respect du calendrier républicain. C'est le même pouvoir qui avait délibérément violé les textes de la CEDEAO pour reporter une première fois ces élections. Et les raisons avancées, tout le monde le savent. Quand il programmait pour le 29 juin, le pouvoir savait maintenant qu'il y aura la Coupe du Monde. On nous parle d'hivernage, mais on a fait les élections législatives en plein hivernage. Encore une fois, au-delà de report ou pas, il faudrait que les acteurs politiques soient sérieux, qu'on arrête de jouer avec ce pays, qu'on ne programme pas des élections selon des humeurs ou selon un calendrier qui est favorable. Je comprends bien mon cousin à plaisanterie, Tchernolog, qui a créé son parti il n'y a pas quelques mois. L'APD c'est devenu un parti. Qui demande du temps, mais l'un dans l'autre, pour l'entrée de ce pays. Parce que tant qu'il n'y a pas encore élection, les réflexes sont encore là. Vous avez entendu le président de la République qui disait à ses directeurs nationaux, si vous ne gagnez pas vos bases, vous risquez d'être changé. On est dans une perpétuelle campagne électorale. Il faudrait qu'on arrête et qu'on se mette au travail. Et pour ça, il faudrait, je suis de ceux qui pensent que ces élections doivent être tenues, qu'on pense à autre chose. Parce qu'une campagne électorale à ne pas finir ne mettait le pays que dans une situation déplorable. Alors, comme ceux, comme Braya, comme d'autres,
il faudrait au moins que les gens s'entendent sur une chose, que le calendrier républicain soit au-dessus des humeurs et des bienvenus des uns et des autres. Mais à ce propos précisément, l'une des critiques les plus souvent faites, c'est que lorsque certains groupes de l'opposition notamment critiquent le pouvoir à propos du non-respect du calendrier électoral, on renvoie l'argument que le PDS lui-même a maintes fois reporté les élections. Oui, allez-y, ça dit. Non, mais c'est que c'est un argument le PDS au pouvoir et le PDS dans l'opposition, c'est pas la même chose. Parce que c'est un argument aussi de taille, hein. Le report des élections, c'est vraiment quelque chose que le pouvoir offre au PDS. Parce que c'est un argument de guerre. Parce qu'un pouvoir quand même qui ne parvient pas à organiser les élections à date due, c'est vraiment une aubaine pour l'opposition. Il reste d'accord pour se faire battre. Écoutez, moi je dis oui. Du temps du PDS, vous disiez que le report n'était pas quelque chose de nouveau. Mais on nous a parlé de rupture. On s'attend sur les manières de faire, qu'on s'entende, qu'on rompe avec ces méthodes machiavéliques. Je vous jure que quand les gens se sont débarrassés d'Abdoulaye Wade, ce n'est pas par rapport à son bilan. C'est par rapport certainement à certaines pratiques qui frisaient et qui étaient aux antipodes de la démocratie ou des choses de ce genre. Alors si ce même régime vient nous servir, que cela se faisait du temps d'Abdoulaye Wade, alors où est la rupture? Et qu'est-ce que ça a coûté à Abdoulaye Wade? Voilà, ce que ça a coûté au président ou au défunt régime. Alors je dis tout simplement qu'il faudrait qu'on arrête. Je crois que ce régime-là n'est pas sérieux par rapport à la manière de traiter ces questions nationales. Si c'est pour des raisons de se préparer, c'est peine perdue. Plus on avance, plus les contestations viendront. En tout cas, pour régler ce problème définitivement, je crois que le président de la République devrait prendre ses responsabilités parce que lui-même a dit que ces élections auront lieu le 29 juin. Maintenant, il a envoyé, on a constaté dans ce qu'on appelle les seconds couteaux en communication pour sortir et divertir les Sénégalais. Je crois que ce n'est pas sérieux d'avancer comme argument. L'hivernage, je dirais même pas l'hivernage. Ce n'est pas le président qui avance cet argument d'ailleurs. Ok, non, mais c'est ces seconds couteaux. Absolument. Tu sais, quand Moustapha Cissé Lo parle, tout le monde s'il n'est pas arrêté, on s'en demande de quel côté il vient. Mais je dis encore une fois, il faudrait qu'on arrête de faire de la politique 12 mois sur 12. C'est un temps pour la faire et un temps pour faire ce Sénégal-là. Et j'invite le régime à se ressaisir et qu'on passe à autre chose. Alors, nous parlions justement du 4e président de la République, Macky Sall. Il a effectué un déplacement du côté de Rosso au Sénégal pour inaugurer un poste de pesage. Nous allons écouter le président de la République qui se prononce notamment sur les multiples litiges fonciers enregistrés dans le Waalo. Juste après, le président de la République, nous entendrons la charge de Maître Djibril War de l'Alliance pour la République responsable dans le Nord Sénégal, mais aussi à Biscuiterie. Nous entendrons également après Blaise Pascal Cissé du mouvement Tout va mal, qui, comme le dit son mouvement, estime que rien ne va convenablement au Sénégal. Blaise Pascal Cissé qui est en train de mener également une tournée. Nous terminerons par Ousmane Bassoum d'un mouvement qui regrette un tout petit peu le 3e président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Nous écoutons ses avis et nous revenons juste après. Magnéto. Il ne sert à rien de garder des terres des millénaires sans les mobiliser, sans les valoriser. Alors, lorsque nous mettrons les moyens qu'il faut, les populations devront accepter de travailler de concert avec l'agro-industrie. Parce qu'il faut protéger l'agriculture familiale, mais il faut dépasser ce niveau pour aller également vers une agriculture moderne, de façon à protéger les familles, mais également de façon à permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance en céréales. Aujourd'hui, qu'on s'en prend à Macky Sall, ma foi, on ne voit aucune réaction. Mais Benno Bokar, c'est du Benno Bokar Kharan, ou bien même c'est du Benno Yakal Macky Sall. Parce que le propre de l'ingrat, c'est de boire dans le ruisseau et de jeter un caillou. Et ça, je crois que c'est intransigeant. Et aujourd'hui, il faudrait que le président soit quand même vigilant par rapport à l'action de Benno Bokar Yakar. Et moi, dans ma liste, dans la liste à Biscuiterie, où quand même je suis militant là-bas, je peux vous promettre que la LD ne fera pas partie de ma liste. J'interpelle le président, j'interpelle les responsables du parti, et je dis de façon solennelle. Trop, c'est trop.
qui va bien dans ce pays, personne n'est en mesure de vous dire que voilà, telle chose marche bien. Le Sénégal est le seul pays au monde où notre système éducatif, notre enseignement, notre école a pour vocation de produire des chômeurs. Bac égal, bienvenue au chômage. On ne sent pas réellement une certaine volonté politique à la matière. Le président Macky Sall doit être conscient que 13 parmi nous sont morts pour qu'il accède au pouvoir. Le président Macky Sall, avant de quitter Derklé, doit 1 mois de loyer à son bailleur. Les Sénégalais doivent le savoir. Et quelque temps après, il déclare détenir 8 milliards. Où est-ce qu'il a pris tout cet argent-là? Il n'a qu'à nous le dire. Et je le défie, et je défie quiconque par rapport à l'acte 3 de la désalination. Je dis que c'est une décision politique, mais ce n'est pas une décision qui arrange le Sénégal. Comme je le disais, l'APR, le parti du président Macky Sall, veut aller seul aux élections locales. Ils ne l'ont pas dit ouvertement. Mais si on étudie l'échiquier politique, on sait que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais en ce moment-là, l'APR n'a pas d'homme fort. Qui est-ce qui est représentatif à l'APR? Personne. Dans toutes les communes du Sénégal, vous ne verrez pas quelqu'un digne d'un représentant du peuple. Donc, de ce fait, pour qu'ils puissent avoir un certain grand nombre, par exemple, de personnes ressources, il faut qu'ils essaient de chambouler le dispositif qui a été déjà mis en place depuis 60. Moussa Diakhaté, nous commencerons peut-être par nous intéresser aux préparatifs, si l'on peut dire, des élections locales. Est-ce que l'on est véritablement en campagne électorale déjà avant l'heure? Oui, plus ou moins. Si tu analyses les alliances qui sont en train de se faire ou en train de se défaire, et je m'arrêterai juste sur Benno Bokk Yakaar. Vous constatez depuis cette dissonance constatée dans ces nouveaux groupes. Nous avions entendu Youssou Ndour qu'il est taxé d'escroc. On a vu Seydou Gueye qui est plus ou moins une des voix autorisées de l'APR, du parti du président, qualifié d'alliance ou de groupe d'organisation dépassé. Mais vous avez entendu la LD aussi qui durcit le temps de l'autre côté, comme pour dire que c'est des réflexes calculatrices de groupes ou de partis politiques qui se préparent sans le dire à des élections. De notre camp, vous avez vu aussi, je crois, la coalition qui abritait le PS et ses alliés. J'ai entendu sur vos antennes ici, William Faba dire que le PDS ira seul aux élections et que certains de ses alliés étaient, je crois, Taxawu Askan Wi, je ne sais pas, Taxawu Askan Wi qui sont prêts à quitter. Comme aussi, il y a des arrière-gardes, Khalifa Sall qui remue un peu la maison verte avec... Nous allons d'ailleurs parler de tout cela un tout petit peu en segmentant, mais peut-être commençons par, si l'on peut dire, le premier bloc, les frères ennemis, entre guillemets, c'est-à-dire le PDS et l'APR, tout d'abord. Pour vous, ces deux-là sont déjà en campagne électorale, l'un comme l'autre. Évidemment, le PDS, évidemment, est en train de mettre ses comités électoraux. L'APR est en train de se battre pour d'abord se départir de ses compagnons d'alors, donc pour dire que l'un comme l'autre parti est en train de préparer sérieusement ces élections du 29 juin. C'est-à-dire quoi? Campagne électorale déjà? Oui, nous sommes déjà, depuis le 25 mars 2012, et nous sommes en campagne électorale pour ces locales-là. Parce que ces locales-là sont un grand enjeu pour les leaders d'abord, les personnes charismatiques qui sont dans les différents partis, et pour ces partis, et pour les coalitions de partis. Et ça, ce qui est d'ailleurs intéressant aujourd'hui au Sénégal, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, vous avez les personnes, les personnalisées, donc chacun en réalité il est dans un groupe, mais il est en train de se construire un avenir dans ce groupe. Il y a les partis, il y a les groupes de partis, il y a les coalitions. Et ça devient intéressant, parce qu'aujourd'hui, vous voyez la paire Benno Bokk Yakaar devenue agitée. Aujourd'hui, même si on allait en campagne, uniquement Benno Bokk Yakaar comme seul groupe politique, ça allait être intéressant. Prenons le cas particulier de l'APR. Pour poser la question crûment, est-ce que le parti au pouvoir peut aller tout seul aux élections locales aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais ils seront un peu... Ce sera très difficile pour eux. C'est vrai qu'ils ne pourront pas laisser de côté leurs alliés, mais ils ne pourront pas aussi aller avec leurs alliés. Parce que vous savez, dans les coalitions politiques, souvent je l'ai dit, c'est quoi une alliance politique? La LD dit au pouvoir, je partage avec vous les avantages du pouvoir, mais je vous laisse les inconvénients.
le pouvoir leur dit mais il faut partager avec nous les hommes Bamaya, nous prenons le maximum d'avantages. Et c'est ça ce qui est grave. Moussa Diakhaté, la LD peut-elle, la LD Sekoula, l'Alliance pour la République peut-elle aller toute seule à ces élections locales? Je ne le pense pas. Tu sais, c'est une alliance plutôt électoraliste que politique. C'était des gens qui s'est regroupés pour faire partir eux-mêmes. L'alliance en soi est une coquille vide. Et l'ayant compris, la paix est en train de tout faire pour se départir de ses alliés. Mais vous savez, parmi ces gens-là, il y a des gens qui s'y agrippent. Je crois que... Qui a besoin de l'autre exactement? C'est l'APR qui a besoin de ses alliés ou l'inverse ou un peu des deux? Je ne pense plus. Je crois que l'APR en avait besoin que juste le temps de se faire élire. Et parce que très simplement, vous vous rendez compte, quand au niveau de la guerre des Benno, personne ne croyait en Macky Sall. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'homme? Ceux-là qui sont actuellement avec lui. Par rapport à on parlait de gouvernement de transition. Il conçoit comme ça le président Macky Sall. Et les arrière-gardes sont en train de se faire. Au niveau de l'AFP, le rajeunissement est en train de s'opérer. On est en train de préparer une nouvelle classe. Au niveau du Parti Socialiste, Tanor tient toujours debout, mais personne ne peut nier qu'il y a un groupe de jeunes qui est en train de secouer le baobab socialiste. Au niveau de la LD, parce que tout simplement aussi c'est des gens, la seule note que j'ai constatée, c'est que Bathily est parti. Mais les privilèges qui revenaient à Bathily ne sont pas encore revenus à Mamadou Ndoye. Est-ce à cause de cela? Parce qu'ils sont dans cette mouvance. Et je les invite à prendre des responsabilités pour l'intérêt de ce pays. Et pour ces élections, il serait intéressant que les grandes formations aillent seules aux élections pour qu'on puisse savoir qui pèse quoi. Le pays en a besoin en termes de lisibilité. Au moins, au sortir de ces élections, on pourrait travailler sur les forces des pôles. Mais jusque-là, on est dedans, on n'est pas dedans. On critique. Pendant ce temps, il n'y a pas de cadre de concertation. Vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas consulté, vous restez quand même. Ce qui me laisse croire que c'est seulement les intérêts qui les maintiennent au pouvoir. Donc c'est pour dire tout simplement, ces locales-là seront une occasion pour APR de refaire ce que Benno Siggil Sénégal avait fait en 2009, de se mettre en pole position et de dire qui veut rester, qui ne veut pas, n'a qu'à partir. Et les gens vont partir de l'expérience de Benno Siggil Sénégal en 2009. Parce qu'en 2009, les gens se sont rendus compte après la confection des listes, après les élections, qu'ils ont été un peu roulés par le Parti Socialiste et l'AFP. Donc aujourd'hui, les gens ils partent de cette expérience-là au niveau de Benno Bokk Yakaar. Donc la constitution des listes, ça va être extrêmement difficile et compliqué. Précisément, restons sur le cas peut-être spécifique du Parti démocratique sénégalais. En cette fin de semaine justement du 16 février, on s'est beaucoup crêpé le chignon à la permanence Oumar Lamine Badji, justement, cette question de la dissolution de la Fédération nationale des cadres libéraux qui n'est pas vraiment passée. On est déjà dans les préparatifs des élections locales? Oui, mais la situation du Parti démocratique sénégalais est très compliquée. Très compliquée. Parce que malheureusement, dans ce parti-là, il y a aussi du tout. Comme dans tous les partis. Comme dans tous les partis, effectivement. Parce que c'est vrai, hein, parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que c'est la notion de parti qui a perdu son sens. Parce que dans les partis, comme disait tout à l'heure Moussa, c'était une doctrine, une idéologie. Les gens mettaient en place, vraiment, il y avait un intérêt commun. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe dans tous les partis, c'est des carriéristes. Chacun est là pour son avenir politique, pour ses objectifs politiques. Il n'y a plus un destin commun. Et au niveau du Parti démocratique sénégalais, je pense que j'ai vu un journal titré « Une armée mexicaine ». Aujourd'hui, au niveau des grands leaders du parti, chacun croit à son étoile. Maintenant, est-ce qu'ils pourront faire de telle sorte que concilier leurs intérêts pour quand même ne pas... Parce que si le parti se divise davantage, ça va être compliqué. Donc, ils auront besoin un peu de renoncer quand même à certaines actions, en tout cas à certaines ambitions, pour le bien commun du parti. Et je pense que aussi là, ils ont appris la leçon de 2012. Je pense qu'ils vont quand même parvenir à ce dépassement. Je crois que le bruit que vous entendez au PDS va au-delà même des préparations des élections. C'est plus un problème de s'adapter ou disparaître. C'est fini l'ère de ces leaders charismatiques tout seuls. On va vers ce qu'on appelle le management par team. C'est des équipes avec le pouvoir partagé. Ce qui est arrivé au PDS, tu sais, le PDS était façonné à la dimension du grand maître Abdoulaye Wade. Wade n'étant plus candidat en rien, ils sont dans une phase d'adaptation.
Mais aller plus loin, au-delà du PDS, c'est tous les partis qui sont en train de vivre le phénomène de leader. Tous les partis qui ont connu des grands leaders vont connaître des éclatements. Parce qu'on a besoin, c'est une demande sociétale. On a besoin de plus de démocratie, que les leaders tout seuls puissent lâcher des pouvoirs. Un seul homme, je ne pense plus qu'il puisse diriger un parti présentement au Sénégal. Vous avez vu avec AJPADF, Andiguef plutôt, vous en avez vu avec le Parti Socialiste, on va forcément vers un éclatement. Mais même d'habitude, le parti au pouvoir, le président de la République, il avait d'habitude tous les pouvoirs. Mais on a vu combien de fois le président de la République se rappeler à l'ordre Macky 2012. Macky 2012 ne l'entend pas. Les bruits existants entre ABC, le président, c'est dans cette logique. Je dis, les réflexions doivent aller au-delà de ces préparations de ces élections locales. Parce que dans le cas du PDS, l'une des thèses avancées, en tout cas par voie de presse, c'est que il y a eu le levier de bouclier parce que l'on soupçonnait à tort ou à raison Maître Wade de vouloir confier les rênes du parti à son fils. Bon, c'est des raisons avancées. Mais encore, il appartient à cela de prendre de responsabilités. Je dis encore une fois, tant que Wade est encore la constante de ce parti, la logique à ces gens-là, c'est de l'obéir. Mais l'un dans l'autre, je dis que le PDS est dans une phase d'adaptation. Wade a réussi à créer des leaders dans ce parti comme dans d'autres partis aujourd'hui. Bok Gis Gis, qui est dirigé par le président Pape Diop, qui est un des héritiers du président Abdoulaye Wade. Au PDS, il y en a au moins 4 ou 5 d'envergure nationale qui sont en train de faire ce comment. Chacun maintenant travaille pour son parchemin, quelqu'un travaille pour son équipe, ce qui fait tout ce bruit que vous entendez. Mais puisqu'on parle de Bok Gis Gis justement, c'est quoi le dispositif pour les locales? C'est un parti qui s'est déjà installé à l'intérieur du Sénégal. Et nous allons à cette locale avec une offre qui consiste à faire au moins 50% de jeunes. Nous exigeons ce qu'on appelle la parité générationnelle. Parce que ce qui a été constaté, c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a 0% de jeunes. Au niveau du Parlement, il y a moins de 5% de jeunes. Et le contraste, c'est que ce sont les jeunes qui ont élu un président jeune qui malheureusement n'implique pas les... Nous, pour rectifier ce fait, Bok Gis Gis, ça c'est une loi qui a été votée, acceptée en comité directeur, que dans chaque liste, autant il y aura la parité intégrale homme-femme, autant il y aura la parité générationnelle, pour permettre à la jeunesse de prendre le pouvoir, d'exercer le pouvoir local. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que juste là, la jeunesse n'a été qu'associée. Et c'est ce qui est en train de se faire dans tous les partis. Si vous constatez, au niveau du Parti Socialiste, il y a une frange jeune qui est en train de s'assumer. Au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous notons une émergence d'une nouvelle classe jeune. Et je crois que c'est dans l'intérêt du peuple sénégalais de renouveler la classe politique qui date des années 60. Mais par rapport justement à cette offre politique dont on parle actuellement, pour ne prendre que le cas de Bok Gis Gis dont on vient de parler, est-ce que tous ceux qui se rapprochent plus ou moins de Wade ont réellement une chance lors de ces élections puisqu'ils ont été vomis par le peuple? Et en plus, ils n'ont plus, si l'on peut dire, la puissance monétaire. Oui, mais Thomas, attention, Wade est parti avec 35%. Donc avec un tiers des électeurs. Et malheureusement, Macky n'a pas fait grand-chose pour récupérer ces électeurs-là. Et pire encore, je pense que même il a beaucoup perdu de son propre électorat, lui. Donc aujourd'hui, je pense que si le Parti démocratique sénégalais se positionne bien et parvient un peu à taire ses querelles, oui, mais justement, c'est bien là le problème, parce que pour ne prendre que le cas de toutes les franges, au fond, aujourd'hui, toutes ces franges ne s'entendent que sur une chose, c'est sur leur désaccord. C'est ça. Mais le problème, c'est que aussi, l'avantage de Wade, c'est que son électorat s'identifie à lui. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, si Wade donne un mot d'ordre, ils vont suivre ce mot d'ordre-là. Et il est toujours actif, il n'a pas laissé son électorat. Ça aussi, c'est le contraire de Diouf, par exemple, lorsqu'il quittait le pouvoir. Et que aussi, là où peut-être Wade avait en 2000 cette tentation un peu à séduire l'électorat Diouf et l'électorat Senghor, ce n'est pas le cas de Macky. Macky, aujourd'hui, il ne fait rien pour séduire l'électorat Wade. Donc aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont des wadistes purs et durs, ils sont contre lui. Donc, et Wade est toujours là. Donc, quel que soit le camp, en tout cas son camp à lui, Wade, aura quand même quelque chose. Moussa Diakhaté affirmait que le président Macky Sall ne fait pas grand-chose pour séduire l'électorat.
est-ce vraiment aussi pertinent? Parce que les inaugurations qui se multiplient actuellement, des projets tels la couverture maladie universelle qui ont été lancés et qui, en tout cas d'après les proches de l'APR, c'est un succès. Il y a eu également cette loi qui, mine de rien, a plutôt séduit, cette loi sur la baisse du loyer. Oui, vous me permettrez juste de recadrer pour dire que nous allons à des élections locales. Le leader national agit peu. Et encore une fois, les gens n'ont pas vomi Wade, c'est un complot contre sa personne. Aujourd'hui, faisait un micro-trottoir, les gens vous diraient qu'ils regrettent énormément d'avoir fait de Macky Sall le 4e président. Ah, ça dépend de l'endroit où vous faites le micro-trottoir, parce qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à affirmer aujourd'hui carrément que tous les proches de Maître Abdoulaye Wade sont des voleurs, excusez-moi le mot. Écoutez, mais Macky Sall en fait partie de ses proches d'Abdoulaye Wade. Jusqu'en 2000, il a été avec lui. Ça, je crois que c'est des explications très faciles. Je ne me verse pas dans ces analyses-là que sans preuve. Pour dire encore une fois, les gens honnêtes de ce pays savent que tous ceux qui ont pris les deniers publics rendront compte. Ça, c'est un débat qui est dépassé. Deuxièmement, je dis que c'est des élections locales. Et vous ne me direz pas, dans les grandes villes comme Dakar, je prendrai, le parti au pouvoir n'a pas encore de candidat qui peut rivaliser. Parce que le challenge se fera certainement entre 3 partis. Peut-être le Parti socialiste avec le maire Khalifa Sall, le Bok Gis Gis avec le président Pape Diop qui est encore candidat, qui a été encore maire, et peut-être le PDS qui peine à trouver un candidat consensuel, mais l'un dans l'autre... Vous ne mettez même pas l'Alliance pour la République. Vous me dites qui sera leur candidat. Jusque-là, ils n'en ont pas. Ils en cherchent. On annonce Youssou Ndour, aujourd'hui on annonce Mimi Touré, mais politiquement parlant, en tout cas les sondages donnent soit c'est Khalifa qui revient, soit c'est Pape Diop qui revient. En tout cas, c'est ceux qui sortent des analyses des uns et des autres. Maintenant, vous me parlez d'inauguration, mais c'est des projets d'Abdoulaye Wade que Macky Sall est en train d'inaugurer. Il a intérêt à aller au niveau du plan social parce que ça ne marche pas dans tous les secteurs. Vous prenez secteur par secteur, mais c'est des contestations. Et ce qui est dangereux encore, c'est sur un programme qu'on appelait Yono Yokouté, que les Sénégalais se sont accordés pour faire de Macky Sall le 4e président. Qui 2 ans après se dit, lui-même publiquement, se désavoue pour dire que ce n'est plus le Yono Yokouté, il n'est plus bon, maintenant c'est le Sénégal émergent. Non mais soyons sérieux, Moussa Diakhaté. Si vous entreprenez quelque chose, la moindre des choses, c'est de prendre également, pendant que vous agissez, d'être autocritique et de vous dire, on peut améliorer. Oui, je suis d'accord. On peut comprendre le plan Sénégal émergent de cette façon-là. Mais encore, qu'est-ce qui me dit? Non, on a complètement changé d'approche. Parce que la méthode et le style, c'est forcément nous allons droit au mur. Ce n'est pas un programme qui est calibré sur les réalités de ce peuple sénégalais. Et qu'est-ce qui ne me dira pas que dans 2 ans, on ne reviendra pas nous servir encore un autre plan? Ça c'est votre conviction. C'est-à-dire, Diop, les multiples projets, mine de rien, lancés par le 4e président de la République, Macky Sall, est-ce que ce n'est pas également un moyen assez intelligent, si l'on peut dire, pour battre campagne sans en avoir l'air? Un peu comme Maître Wade, soit dit en passant, l'avait fait à une époque, poussant l'affaire jusqu'à se mettre en ombre sur les... Il y a un quotidien qui a titré Macky utilise la Wade Formula. Bon, c'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre. Mais maintenant, le problème avec cette nouvelle majorité, c'est qu'ils sont en train de perdre la bataille d'opinion. C'est ça le problème. Aujourd'hui, leurs grandes mesures, comme par exemple la baisse des loyers, les gens, ils en ont tiré profit, mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, les locataires sont contents, mais ça s'arrête là. Lorsqu'ils ont organisé une marche, même leurs propres militants n'y étaient pas. Donc, ils sont aujourd'hui en train terriblement de perdre la bataille d'opinion. Et malheureusement, il est en train de s'installer dans ce pays des psychoses. Et malheureusement, lorsque ces psychoses-là s'installent, que ça soit vrai ou faux, c'est très, très difficile d'enlever ça dans la tête. C'est quoi les psychoses en question? Mais en tout, le pays ne marche pas, le pays de Fumaki. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer par des baromètres. Oui, il y a aussi que tous les membres du PDS sont des voleurs, plus ou moins. Oui, mais ça aussi c'est une psychose, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça aussi, le PDS est en train de remporter cette bataille. Parce que si on dit que tous les membres du PDS sont des voleurs, alors que les grands leaders du PDS, depuis 2 ans, on ne parvient pas à les mettre en prison ou bien à sortir des tiroirs des dossiers qui prouvent qu'ils sont des voleurs. Oui, mais la justice a son temps aussi. Oui, mais je veux dire par là que le citoyen, lui, il croyait que tous les membres du PDS sont des voleurs, mais il reste 2 ans, il ne voit rien. Il va commencer par croire que ces gens-là ne sont pas des voleurs. Et le temps joue contre Macky. C'est ça le problème. Maintenant, je contre Macky. Et en même temps, on dit que dès que il faut Macky, il n'y a pas un baromètre pour mesurer ça, mais tout le monde va croire que dès que il faut Macky, tout le monde le dit.
Et malheureusement, en économie, ça va devenir vrai. Malheureusement, en économie, parce que c'est ça le malheur en économie. En économie, si vous dites par exemple qu'il y aura pénurie de riz, même qu'il n'y a pas de pénurie de riz, il va y avoir pénurie de riz. Parce qu'il y a un principe de précaution. Quand vous dites qu'il y a une crise, les gens vont faire des provisions et on crée la pénurie. Oui. Je dis, cette communication à outrance sur le volet social, c'est pour se rattraper. Vous savez, l'erreur de ce régime, c'est de ne pas avoir fait le bilan et parler aux Sénégalais sur ce qu'ils avaient trouvé dans ce pays quand ils prenaient ses rênes. Mais ils l'ont fait, ils ont dit nous avons trouvé les caisses vides. Maître Wade a pillé le pays avant de partir. Et qu'est-ce qui a suivi après? Ils sont rectifiés. Idriss Seck leur a donné une bonne réponse. C'est pour dire encore une fois, dès le début c'était flou dans la tête des Sénégalais. Ils cherchent maintenant à travers ce que moi j'appelle son arsenal social pour essayer de charmer. Et c'est son droit. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais encore une fois, comme l'a dit mon ami Diop Salir, que l'opinion est déjà figée sur une certaine manière de gérer ce pays, il faut le dire. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour ce président-là d'appeler à des consensus réels, non pas autour du code électoral, mais autour des points sur lesquels tous les Sénégalais tomberaient d'accord pour qu'on avance. C'est le cas de l'enseignement, c'est le cas au niveau de l'agriculture, pour qu'au moins qu'on puisse avoir un consensus large pour l'intérêt de ce peuple sénégalais-là, parce qu'en réalité, ni le secteur privé, ni le secteur primaire, tout va mal dans ce pays. C'est les grands... On a compris votre conviction. Ce qui a tué Macky, ce sont ces deux déclarations-là. Les questions vides, le PDS a volé tout l'argent du pays. Ce sont ces deux déclarations-là qui ont tué Macky. Comment ça? Les questions vides, vous savez, quand Wade est arrivé au pouvoir, les investisseurs, ils font des manifestations d'intérêt lorsqu'il y a un changement de régime. Mais il ne faut jamais investir. Ils attendent, parce qu'on suppose qu'il y a changement de pouvoir, donc le nouveau pouvoir va initier des réformes. On attend ce qui a été fait. Non, attendez. C'est-à-dire qu'eux, ils attendent qu'ils viennent manifester leur intérêt, mais ils attendent que les réformes soient mises en œuvre. C'est pourquoi Wade, en 2000, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, mais à ses risques et périls sur le plan politique, mais il s'adressait à ses investisseurs en leur disant, mais n'attendez pas les réformes. Le pays est clean. Il y a de l'argent. Mais lui, Macky Sall, non seulement il n'a pas rassuré ces investisseurs-là, mais il a dit que les caisses sont vides. Mais les gens ne vont pas venir. Et jusqu'à présent, il tarde à venir. La deuxième chose, il dit que les ministres ont volé. Mais quand vous dites les ministres ont volé, vous poursuivez des hommes d'affaires. Prenez par exemple les gens qui sont en prison. Prenez tout. Prenez l'affaire Aïda Diong. Il y a combien de gens en prison? Il y a 5 ou 6 personnes en prison. Il n'y a que 2 politiques. Prenez l'affaire Karim Wade. Il y a combien de politiques en prison? Il n'y a que peut-être Karim Wade qui est le politicien qui est en prison. À côté de lui, on a mis en prison 10 personnes qui sont des investisseurs. Vous voyez un peu cette psychose que ça crée. Vous voyez, hein? Parce que pour atteindre aujourd'hui Omar Sarr, mais vous allez passer sur combien de cadavres avant d'arriver sur lui? C'est ça le problème. Et ils ont fait de ça des thèmes de campagne, alors que la campagne avait terminé. Wade, en 2000, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, mais il a sifflé la fin de la réclamation. Mais il a dit que la campagne est terminée. Il est allé voir la maman d'Abdou Diouf. Il a envoyé Abdou Diouf, il a rassuré les investisseurs. Mais eux, ils ont hérité d'un pays, ils ont dit que nous avons hérité d'un pays de voleurs. Deuxièmement, dans ce pays, il n'y a rien. Et ça, ils sont en train de payer. Ils n'ont pas encore fini de payer, ils vont continuer à payer. Ça c'est une perception, parce que d'autres, évidemment, vous diront que l'on a assaini la gestion des deniers publics, qu'aujourd'hui, certains actes de corruption, il ne se passe plus une semaine sans que l'on parvienne à récupérer au moins 1 milliard, que l'on mette la main dessus, que l'on arrête des gens, que l'on continue des poursuites. Je crois sur ça. Au-delà de l'argent reçu, c'est pour des questions d'éthique. Là, on est foncièrement contre. Si des gens ont pris les deniers publics, il faut qu'on les dénonce, qu'on les sanctionne. Mais ce qu'on a constaté pendant ce moment, il y a une floraison de gré à gré. On a vu des marchés passer. Vous avez entendu le scandale avec ces centres d'information, que je constate pour moi un bijou de prestige. Le pays en a besoin d'autre chose qu'un centre de conférence. C'est le même, je donne le même jugement qu'on avait donné au monument d'Abdoulaye Wade. Qui ne fait place, passez-moi la publicité, peut bien abriter la conférence de la francophonie. Pendant ce temps, ces milliards auraient pu servir à refaire, je dis, l'éducation, à trouver ce qu'on appelle un capital semencier nouveau. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est de gré à gré, avec la présidence qui est épinglée, avec les partenaires de Macky Sall, un président qui dit à ses directeurs généraux, si vous ne gagnez pas vos bases, vous risquez de quitter. Qui, dans les procédures de passation de marché, ne prête pas attention à la transparence. Tout le monde a vu avec l'ARMP ce qui est en train d'être fait dans les ententes directes et autres.
C'est des principes de bonne gouvernance qui ont poussé beaucoup de gens à soutenir le candidat Macky Sall. Mais je prends un des propos de Mme Adamagui, qui l'a bien soutenu, qui se dit déçu par cette gestion. Mais c'est le plus grand aveu de Macky Sall. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y avait des règles de gouvernance de la commande publique. Mais qu'est-ce qu'il a dit lui-même de sa propre bouche? On va faire une déréglementation. Alors que les gens s'attendaient à ce qu'il fasse une réglementation pour mieux sécuriser la commande publique. Mais disons les choses clairement. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'au moins on a réinstauré, si l'on peut dire, la peur du gendarme dans ce pays. C'est-à-dire qu'avant de prendre des deniers publics, vous dites, je vais finir devant un procureur spécial. Bon, écoutez, je ne pense pas. Écoutez, pour la réduction des comptes, ça c'est un acharnement, c'est purement politique. La CRI est dépassée par les États modernes. En tout cas, ça pour ces raisons, tout le monde, tous les grands juristes vous le diront. Et on trouvera aussi d'autres juristes, d'autres éminents juristes qui diront l'inverse. Mais je dis, dis-moi dans quel pays cela s'applique. Les affaires, les hommes d'affaires, les investisseurs n'aiment pas qu'on fouille dans les affaires. Que ce soit aux États-Unis, en Allemagne. Quand vous mettez ces garde-fous-là, quand vous traitez ce gouvernement qui vient de passer d'être corrompu, mais les investisseurs se retiennent. Qu'est-ce qui a été constaté? Alors, nous allons peut-être un tout petit peu avancer pour nous intéresser à l'État à l'intérieur de certains partis politiques pour voir ce qui se passe au sein du Parti Socialiste. Nous allons entendre successivement Abambaye, responsable du Parti Socialiste dans le Nord Sénégal. Juste après, nous entendrons Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti Socialiste, se prononcer un tout petit peu sur cette affaire qui a agité le Parti Socialiste durant cette semaine. Nous suivons cela, nous revenons juste après Magnéto. Samba Diawane, je suis le chargé des relations extérieures du mouvement national des élèves étudiants socialistes. J'ai entendu ça, moi j'ai lu ça dans la presse, qu'il y a des pro-Khalifa, vous m'excusez du terme, parce que nous tous on est des socialistes. Il n'y a pas de pro-Khalifa ni de pro-Tanor. Si je les entends dans la presse dire du n'importe quoi, ça me donne envie de rire, quoi. Parce qu'il n'y a rien entre Khalifa et Tanor, donc ils se voient à chaque fois qu'ils le souhaitent. Voilà quoi, il n'y a rien. A dirigé sa partie, il est parti. Abdou Diouf a dirigé sa partie, il est parti. Tanor Dieng, un jour ou l'autre partira. Il n'est pas éternel. Ce n'est pas un débat. Le vrai débat, c'est est-ce que nous sommes d'accord que notre parti suive Benno Bokk Yakaar comme ça de manière inconsidérée? Est-ce que nous sommes d'accord que notre secrétaire général suive Macky Sall partout? C'est des choses qui sont là et qui nous choquent. Est-ce que notre parti a un projet politique? Est-ce que notre parti a une ligne politique? C'est ça que nous devons, c'est à ça que nous devons réfléchir. Nous sommes un parti qui a fait 400 000 suffrages aux élections présidentielles. Nous sommes dans un pays avec un fichier électoral de 5 millions d'électeurs. Mais comment faire pour aller au-delà? Nous avons vendu 400 000 cartes, nous avons eu 400 000 voix. Mais comment aller au-delà? Puisque nous sommes en autarcie, nous sommes anti-socialistes. Comment convaincre les Sénégalais? Comment attirer les Sénégalais? Voici les défis qui interpellent le Parti socialiste et qui méritent réflexion. Et je pense que c'est à ça que nous réfléchissons. Les débats d'hommes, les crispations d'hommes, ce n'est pas important. Le destin d'un homme appartient à Dieu. Des informations diffusées à la une et dans les colonnes de la presse de la place, parues le mardi 11 février 2014, laissent entendre qu'une partie du terrain abritant la maison du parti Léopold Sédar Senghor aurait été bradée. Il s'agit bien évidemment d'allégations sans fondement, servies à des fins obscures qui n'atteindront pas leur visée tant elles sont trop grosses. En attendant de dévoiler au grand jour ces sombres motivations, le Parti socialiste du Sénégal, pour la bonne information du public qu'on tente de tromper et pour l'histoire, confirme qu'un contrat de bail à usage commercial a été bien signé avec la société Total Sénégal aux fins de l'installation et de l'exploitation par la dite société d'un fonds de commerce de stations-service terrestres à ses couleurs. Le bail, d'une durée de 15 ans, consenti moyennant un loyer mensuel de 4 millions de francs CFA hors taxe, porte sur une parcelle nue d'une superficie de 1500 m², issue, contenue dans le titre foncier numéro 1456, d'une superficie globale de 1 hectare, 81 arts et 53 centiares.
Quand on y pense au fond, Moussa Diakhaté, vraisemblablement vous êtes beaucoup plus optimiste à propos du Parti Socialiste que les socialistes eux-mêmes. Parce que là, il y a des socialistes qui font le constat que leur parti ne progresse pas. Il vend 400 000 cartes, il a 400 000 voix. Oui, mais cela n'empêche pas au Parti Socialiste d'être un grand parti, de par l'organisation, de par la culture, de la gestion interne. Pour encore dire, effectivement, le parti a connu des dégringolades. En 2007, ils avaient 13,58%. En 2012, 11,30%. Cela va de... heureusement, ils ont eu la lucidité de s'organiser. Ils continuent le renouvellement. Mais ce qu'il y a à constater, à écouter, quand le Parti Socialiste bouge, aucun parti ne résistera. Je l'ai dit tantôt. On est à l'orée des élections. Tous les prétextes seront bons pour monter les désaccords et consorts. Et l'un des éléments majeurs qui a fait vraiment bouger les gens, c'est l'acte 3 de la décentralisation, où le maire actuel de Dakar se sent directement impliqué. Parce que ce qui est dit dans l'acte 3, c'est que les communes d'arrondissement deviendront des communes de plein exercice, vont prendre leur autonomie. Pour le cas espèce de Dakar, c'est 19 communes d'arrondissement qui vont devenir des communes. Donc le maire de Dakar sera qu'un maire de nom. Donc c'est des combats visés vers les adversaires. Et pendant que Tanor, plus ou moins, suit la logique de Benno Bokk Yakaar, Khalifa l'a dit en des mots très clairs, je reprends ma liberté sur l'acte 3 de l'Arsenal. Mais cela montre nettement qu'effectivement, il y a un besoin de renouvellement de la classe politique. Maintenant, si ça se passe au niveau du Parti socialiste, ça se passera forcément dans les autres partis. De deux choses où les gens s'adaptent en mettant une équipe team management, où les leaders qui gèrent ces partis-là risqueront de voir venir une nouvelle génération qui a besoin de respirer et de prendre plus de responsabilités par rapport à la gestion de leur parti. C'est-à-dire, Diop, cette affaire au sein du Parti Socialiste, c'est-à-dire par rapport à la gestion du foncier commun aux socialistes, est-ce qu'il s'agit véritablement vous le percevez comme un signe de mauvaise gestion ou c'est véritablement une attaque contre le Parti Socialiste? Parce que mine de rien, on est à quelques pas des élections, la coïncidence peut tout de même sembler curieuse. En fait, ce n'est pas une affaire qui est révélée par la presse, hein. C'est une affaire qui est révélée par les membres du Parti Socialiste. Mais moi, je pose ce problème-là au niveau même de la problématique du financement des partis. Je pense que quand même les partis doivent pouvoir avoir des instruments de financement, hein, des champs, je sais pas, hein. On peut quand même trouver des formules. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est trop de dire des actions ou autres dans des entreprises, mais en tout cas, les partis peuvent avoir des mécanismes de financement au-delà des cotisations des membres. Mais dans cette affaire-là, ce ne sont pas les médias qui ont révélé l'information. Oui, c'est-à-dire, certes, ce sont des socialistes qui parlent, mais derrière ces socialistes, ce sont des socialistes qui ont vendu, entre guillemets, la mèche. Voilà. Maintenant, ça pose quand même un peu ça montre un peu la température dans ce parti-là. Je pense quand même que ça ne va pas. Donc pour vous, c'est vraiment une question de rivalité interne. Ce n'est pas que derrière ces socialistes qui ont pris la parole pour énoncer cela, il y a d'autres forces tapis dans l'ombre, parce que c'est ce que Abdoulaye Wilane sous-entendait. Parce qu'il sait très bien que ce sont ses camarades de parti qui ont parlé, mais lui, il accuse des forces tapis dans l'ombre tout de même. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans les partis aujourd'hui, il y a des individus. Aujourd'hui, les partis, c'est des individus, c'est des individualités. Aujourd'hui, dans le Parti Socialiste, il y a des groupes, il y a des individus qui sont là, qui se forment en groupe et qui chacun croit à un destin politique. Maintenant, qu'est-ce qui les unit? Le cycle socialiste, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils sont prêts à se faire violence, à taire leur querelle, à choisir un peu l'idéal socialiste? Je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des socialistes qui croient qu'après Tanor, ça sera leur heure. Bon, Tanor est encore là. Encore là. Mais moi, je pense quand même que le Parti Socialiste doit avoir le courage de faire une autocritique. Parce que je pense quand même que c'est une honte pour eux de voir quand même le pays leur s'échapper comme ça. Je pense qu'après Wade, quand même, il n'y a aucun parti mieux organisé, mieux structuré que le Parti Socialiste. Je pense que le Parti Socialiste devrait quand même logiquement revenir au pouvoir après Wade. Malheureusement, ils ont été là, capables de pas grand-chose. Et beaucoup de barons socialistes ont pris leur retraite politique, d'autres se sont recasés ailleurs. Oui, mais quand il y en a qui partent, il y en a qui reviennent également. Oui, mais comme a dit Moussa tout à l'heure, le Parti socialiste a une logistique.
Le Parti socialiste est installé dans toutes les communautés rurales du pays. Donc, si l'on refait un tout petit peu de la météo politique, comme le faisait Moussa tout à l'heure, c'est-à-dire, si l'on se concentre simplement au niveau de Dakar, les 3 forces politiques qui vous semblent capables de l'emporter, ce seraient lesquelles? Mais c'est le Parti socialiste, Bokk Gis Gis, le PDS. La paire viendrait en 4e position. En tout cas, Dakar. Peut-être Guédiawaye ou c'est pas Pékin, mais Dakar, moi je mets Bokk Gis Gis, Khalifa, hein, même en dehors du sigle Parti socialiste, Khalifa et le PDS. J'aimerais rebondir un peu sur cette crise au niveau du Parti socialiste. C'est parce que c'est un grand parti que ça n'a pas encore tonné. Mais en réalité, tout le monde le dit. Des gens parlent en s'alignant pro-Khalifa, des gens parlent en s'alignant toujours pro-Tanor. Maintenant, la lecture qu'il faudrait faire, tout est parti à partir de cette nuance de Tanor, qui disait qu'il ne se présenterait plus à l'élection présidentielle, non pas à la tête du parti. Beaucoup de militants ont compris que c'est fini après l'élection, Tanor va libérer le poste de responsable moral du parti, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que au-delà de ce qui s'agite autour de Khalifa, admettons aussi qu'il y a de grands responsables, les chers secs, honorables députés et autres, qui sont dans la même logique que Tanor, qui demandent à ce qu'on repasse par les renouvellements, le montage des secteurs, des coordinations, pour aller vers le Congrès qui doit choisir le nouveau responsable. Mais tout le monde sait que quelque part, on sent un besoin de s'affirmer d'un certain clan. Je parlerai des Sall, je dirais Aïssata Sall, Khalifa Sall, c'est des gens qui sont en pole position pour prendre des responsabilités et apporter du sang neuf au niveau de ce parti. Mais pour ces locales, comme il a dit à Dakar, c'est encore... Oui, ça c'est déjà noté par rapport à votre conviction. Voilà. Nous allons un tout petit peu avancer dans cette émission pour en sortir et parcourir quelques faits de l'actualité de la semaine, qui a commencé d'ailleurs durant la journée de dimanche avec la clôture des Journées mondiales de la jeunesse à Kaolack. Nous écoutons ces quelques nouvelles et nous revenons juste après Magnéto. La messe de clôture des JMJ a été tenue ce dimanche au stade Lamine Gueye de Kaolack. Une occasion pour les jeunes catholiques de se prononcer sur la situation actuelle du pays. Sur le plan politique, ces jeunes chrétiens regroupés autour des 7 diocèses ont dénoncé avec la dernière énergie la transhumance, l'accaparement des biens et la recherche d'intérêts personnels au détriment de la prévention du bien commun. Selon eux, dans la conquête du pouvoir, la jeunesse est bien souvent utilisée comme masse électorale dont on néglige aussitôt après les préoccupations et aspirations. Nous avons décrété 72 heures renouvelables, c'est-à-dire jeudi prochain, on va faire une assemblée générale ici. Aujourd'hui, nous sommes sortis parce que les conditions de vie ici à la FASTEF deviennent impossibles parce que les étudiants ne peuvent plus venir ici à l'école, ils ne peuvent plus venir faire cours parce qu'ils n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de payer le transport pour venir. Et aujourd'hui, je vois dans tout le continent africain, tous les qui pratiquent le sport pour montrer ses marques et pour aussi donner de confiance. Nous, on est capables à équiper toute l'équipe, toutes les choses qu'ils veulent dans le sport et pour aider aussi les enfants. Je crois que c'est notre responsabilité pour aider notre génération en Afrique. Moi aussi, j'espère autant de ballons d'or et de fierté africaine. Je vois mon maillot sur un très grand joueur africain qui va porter dans un match. Mon souhait, c'est pour réunir l'Afrique et pour lutter pour la paix et pour lutter pour la justice sociale et aussi pour aider les gens. C'est-à-dire, s'il y a un fait de l'actualité qui vous a marqué, bon là nous avons suivi Mamadou Makhtar Sarr, notre correspondant à Kaolack, sur la clôture des Journées mondiales de la jeunesse. Nous avons suivi les étudiants de la FASTEF qui ont décrété à nouveau 72 heures de grève et nous avons écouté Georges Weah, l'un des ballons d'or africains qui était de passage au Sénégal. Quel est le fait de l'actualité de la semaine, ces trois-là ou quelques autres qui vous a le plus marqué?
Oui, bon, j'ai peut-être parlé un peu de la jeunesse pour rendre hommage un peu aussi à Bokk Gis Gis sur leur initiative de mettre 50% de la jeunesse sur le 50% de leurs candidats pour des jeunes. 50% des candidats qu'ils sont. Bon, mais là, pour l'instant, c'est plus une déclaration de Moussa. Dans l'actualité de la semaine, carrément. Oui, c'est-à-dire parmi les autres faits d'actualité. Ça, pour l'instant, on est dans le projet. Maintenant, dans l'actualité de la semaine, qu'est-ce qui vous mais je profite quand même de... C'est noté. Pour leur rendre hommage. Donc, pour cette initiative, parce que ça me tient à cœur. Parce que, vous savez, avec Macky Sall, quand même, on n'a pas trop senti la jeunesse. Même la jeunesse de son parti. Dans les postes de responsabilité. Je pense quand même que il y a des jeunes de l'APR qui sont positionnés tout de même. Oui, mais je veux dire à des niveaux élevés de responsabilité. Bon, ça c'est une perception. Maintenant, dans l'actualité de cette semaine, justement, s'il y avait une chose qui vous a remarqué, ce serait quoi? Avant de sortir le problème foncier du Parti socialiste, en termes de... Moi, je vois sur l'angle de financement des partis politiques. Donc, ça m'a un peu marqué. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, revenir un peu sur l'obligation de rendre compte et la reddition des comptes. C'est-à-dire la traque des biens présumés mal acquis ou carrément le principe en soi? Oui, le principe en soi. Parce que là, nous, en tout cas, notre droit positif, la loi sur la Cour des comptes dit que la Cour des comptes est chargée de la promotion de l'obligation de rendre compte. C'est la Cour des comptes aussi qui est chargée de la reddition des comptes. Et moi, c'est au Sénégal que j'ai vu des hommes politiques dire que c'est eux qui font ça. Mais c'est la Cour des comptes. Et les comptes, celui qui rendent compte, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont chargé de la gestion des comptes publics, les administrateurs de crédit, les ordonnateurs de crédit, les comptables publics. Donc, je n'ai pas trop compris ce qu'on a voulu faire croire que le régime sortant doit rendre compte. Mais rendre compte à qui et de quoi? Au peuple sénégalais déjà pour mais au peuple sénégalais, ils ont rendu compte au peuple présumé. Mais ils ont rendu compte au peuple sénégalais le jour des élections. Et le peuple les a sanctionnés. Ça, c'est la responsabilité politique. Ça s'arrête là. La gestion du budget, vous admettez tout de même que s'il était établi, parce que là pour l'instant on est dans les présomptions, s'il était établi qu'il y a eu des fautes de gestion, mais les gestionnaires publics, l'administration financière, ce ne sont pas les politiques. Ce ne sont pas les politiques qui gèrent notre administration financière. Ils gèrent nos choix politiques. Ils sont sanctionnés par rapport à ça. C'est noté. Alors, l'actualité, dans le fait de l'actualité de cette semaine qui vous aurait marqué, Moussa Diakhaté? Je dirais la fête de Saint-Valentin. Carrément. Celui des amoureux. J'en profite pour souhaiter à tous les amoureux une excellente fête de Saint-Valentin et décerner une mention spéciale à mon épouse, Madeleine Diallo Diakhaté, depuis la cité capverdienne au plateau. C'est pas évident d'être femme de journaliste, surtout engagée politiquement, de se battre à ses côtés. À travers elle, c'est toutes les femmes qui soutiennent mes confrères, qui sont femmes de confrères ou qui soutiennent leur mari. En ce jour symbolique qui m'a offert une excellente chemise, madame, je vous dis en direct sur cette chaîne de tous les Sénégalais que je vous aime, madame. Eh bien, vous permettrez, vous aimez la vôtre aussi? Non, je n'ose pas quand même, moi, ne pas rendre quand même un vibrant hommage à ma charmante épouse. Ah oui. Donc, c'est vraiment un hommage, je lui rends hommage. Donc, je lui dis je t'aime et vraiment, vous avez mon respect, mon esprit, ma considération. Bon alors voilà, finalement nous avons remarqué que l'actualité qui vous aura le plus marqué, ça aurait été la Saint-Valentin durant cette semaine. Merci à vous en tout cas Moussa Diakhaté, vous êtes journaliste, communicant, proche justement de Bokk Gis Gis. Et merci également à vous Sadir Diop, vous êtes critique média, Ali Média je pense. Ali Média, bon, quand il, voilà, plus ou moins. Oui, plus ou moins, mais quand même, l'immédiat va reprendre du service. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de matière. Ok, alors c'est noté, vous suiviez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Remerciements à Hubert Sokba, à Ramatoulaye Sall Diop, entre autres. Agréable suite de programmes sur votre chaîne. À toutes et à tous.